messieurs, bonsoir. À l'émission de Touche à tout, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un que vous connaissez. Une chroniqueuse ou chroniqueur, je ne sais plus quoi dire, mais de toute façon, une habituée de l'émission qui représente le Catara, Karine Suarez. Bonsoir, Karine. Bonsoir. Je dis qui représente ce soir le Catara parce que la dernière fois que tu es venu, on s'est amusé à faire du savon pour le lave-vaisselle. Ouais. Et puis, je peux te dire que je l'utilise, puis ça va très bien. Et les verres sortent, puis là on les regarde, puis ils sont corrects. Parfait. Bon. Ils sont parfaits. Puis, okay. Tu m'avais donné aussi, là... un petit nettoyage tout à l'heure. Un nettoyage, là, tout usage, là, puis aucun problème. Donc, aujourd'hui, tu es ici, par exemple, comme représentante de Catara. Oui. C'est quoi que ça veut dire déjà, Catara? Comité d'appui aux travailleurs et travailleuses accidentés de la région des Appalaches. Ça va rentrer à un moment donné. On va l'avoir à un moment donné. Et vos bureaux sont ici, au Centre Marie-Agnès Desrosiers. Bon. Il y a une nouvelle entité, là, ça s'appelle CNESST, là, je ne sais plus quoi. Là. Depuis le 1er janvier. Comment c'est quoi, là, oui, le ça nom? s'appelle la CNESST. Bon, ça veut dire quoi, ça, en français, là? Oui, depuis le 1er janvier 2016, on a regroupé la Commission des normes du travail, la Commission de l'équité salariale et la Commission de la santé et sécurité du travail. Tout ensemble. Tout ensemble. On donc, a là, joué au Scrabble. CNESST, là, c'est ça que ça veut dire. CNESST, oui. Mais la CSST existe encore dans cette entité-là. Là. Et moi, quand je dis CNESST, je me fais regarder comme tu me regardes. Donc, on continue de dire CSST. Puis la CSST, c'était la Commission de la santé et de la sécurité au travail. Oui. Bon. Alors, le CSST, ça doit être encore la même chose, là? Exact. Santé et sécurité au travail. On a joué au Scrabble avec tout ça. Toi, tu voulais qu'on traite particulièrement d'un point assez précis, là, qu'on pourrait appeler les effets pervers du financement, justement, à la Commission. Ah oui. Qu'est-ce que tu entends par financement pervers? On ne le dit jamais assez, nous, systématiquement. Les gens qui rentrent au bureau à Catara, on leur demande « Qui croyez-vous qui finance? » Parce qu'ils me disent tout. « Hey, je paye ça, la CSST, avec mes taxes, là, je devrais avoir un meilleur service. » Ce ne sont pas les travailleurs. Non, moi, je pense, d'après moi, c'est les employeurs qui payent ça. Ce sont les employeurs. Donc, les employeurs financent le système d'indemnisation à 100 % Alors, le régime est géré par la CSST et... par une instance gouvernementale. Bien, je vous dirais plus paragouvernementale. Paragouvernementale, parce que le gouvernement a créé la CSST, mais à cette heure, ce n'est pas le gouvernement qui le finance. Donc, ils ont des règlements, ils ont des règles de régie interne, puis ils s'arrangent avec ça. Et puis, la contrepartie de tout ça, c'est que les employeurs, dans le fond, se payent une compagnie d'assurance. En finançant la CSST, ils se protègent contre toute poursuite civile qui pourrait venir des travailleurs. Donc, nous, comme travailleurs, on a la CSST, mais on ne peut pas poursuivre nos employeurs au civil. Si on a un accident. Si on a un accident de travail, exactement. Même s'il y a de la négligence. Oui, parce que c'est un système sans égard à la faute, que ce soit la faute du travailleur, de l'employeur, qu'il n'y ait pas de faute. On ne regarde pas c'est la faute de qui. Il y a un accident de travail. On a quelque chose qui ressemble à ça au niveau de l'automobile? Oui, OK. Tout à fait. Parfait. Alors, sauf que l'automobile, ce ne sont pas bien, ce sont les automobilistes qui la financent. OK. Mais là, on n'embarquera pas là-dedans. La Commission de santé et sécurité au travail qui est chapeautée dans un gros organisme. C'est financé par les employeurs. À 100% par les employeurs. Qui vont mais est-ce que ce sont les employeurs qui qui édictent les règles à suivre? Non, parce qu'il y a une loi. Donc, la CSST est régie par une loi, donc ils doivent respecter cette loi-là. Les effets pervers du système viennent en fait, quand le gouvernement a créé la CSST en 1985, ils se sont dit, bon, on va demander aux employeurs de payer des cotisations, puis si jamais il y a des accidents de travail dans leur entreprise, les cotisations vont augmenter. Fait que comme ça, les employeurs ne voudront pas que les cotisations augmentent, fait que ça va les encourager à faire de la prévention. C'était ça l'idée de la loi. Les encourager ou les inciter? Oui. Les inciter, exactement. Et ce n'est pas ça qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est que les employeurs vont plutôt essayer de contester les décisions ou les réclamations des travailleurs et ils vont aussi essayer d'empêcher les travailleurs. Non, fais pas ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Essaye pas, fais pas une demande d'indemnisation là, parce qu'il pourrait t'arriver
mille et un malheurs, etc. Donc, c'est oui. vraiment l'effet complètement inverse qui s'est produit. Et malheureusement, ce sont les travailleurs qui en font les frais. Donc, pour éviter que leurs cotisations à la CSST augmentent, les employeurs, au lieu de faire de la prévention, vont plutôt utiliser un processus de contestation, contester, dire non, c'est pas vrai, c'est pas arrivé, non, l'accident s'est pas produit comme ça, non, c'est une fausse déclaration. Ou c'est pas si grave que ça. Non, le médecin n'a pas fait un bon diagnostic. Peu importe, on va contester toutes les étapes de la demande à la CSST ou bien on va essayer d'empêcher le travailleur en faisant des pressions sur le travailleur pour qu'il fasse une demande à la CSST. Donc, c'est qui est perdant? C'est le travailleur. Donc, au niveau des conditions, là, que ce soit favorable ou défavorable, qu'est-ce qui arrive avec ça? Bien, ce qui arrive, c'est que quand un travailleur fait une demande à la CSST puis qu'elle est acceptée d'emblée, généralement, tout va bien. Quand il y a une contestation, quand il y a un problème au niveau de la demande, le diagnostic médical n'est pas clair, ou il y a des pépins au niveau des relations avec l'employeur, bien, on voit beaucoup de problèmes se manifester, des problèmes de santé qui se manifestent chez le travailleur. Parce qu'il peut y avoir une attente plus longue pour avoir accès aux soins médicaux. Donc, la santé des travailleurs va en pâtir, ou bien il y a une absence de moyens financiers. Donc, on vit beaucoup de précarité financière du côté des travailleurs parce qu'on ne peut pas statuer sur le dossier, on ne peut pas prendre de décision si oui ou non on indemnise. Dans beaucoup de cas, les travailleurs auraient droit à une indemnité, puis là, bien, ils sont obligés d'attendre, parfois sans revenu, parfois sans santé. Est-ce que ça peut être justement une tactique patronale pour essayer d'intimider ou de décourager les travailleurs à recourir? Oui, ça fait exactement. Quand on dit que la contestation, c'est pour dissuader les travailleurs, bien, c'est exactement dans ce but-là que beaucoup d'employeurs vont faire des démarches comme ça. Et puis, souvent, même les travailleurs qui vont justement avoir des problèmes avec leur demande d'indemnisation vont développer des nouvelles lésions qui sont dues justement au délai. Oui. Donc, on parle beaucoup de lésions psychologiques. Ça, donc, on parle d'une maladie. C'est difficile de faire reconnaître ces lésions-là, surtout lorsque la lésion est induite par des difficultés à faire reconnaître une première lésion du travail. Parce qu'au tribunal, on va accepter probablement le problème de santé qui est lié au travail, mais si on dit, bien, les tracasseries administratives, les années que ça m'a pris pour me faire indemniser, ça m'a causé des problèmes de santé mentale, une dépression chronique, je suis encore pire que j'étais quand je suis arrêtée de travailler, bien, ces lésions-là, on les refuse au tribunal parce que ce n'est pas une lésion occasionnée par le travail, c'est une lésion occasionnée par les délais dans la demande d'indemnisation. C'est tordu, hein? Oui, hein, je te porte... oui, là, tu m'as vu changer la face, hein, tu as tout compris, là. Tu dis, coudonc, c'est effrayant. Oui. Mais est-ce qu'un travailleur peut avoir des atteintes à la santé physique aussi? On parle de ça, là, mais c'est psychologique, mais ça devient physique aussi, là. Bien, dans les cas où la lésion, quand on fait une demande à la CSST puis qu'elle est refusée, bien, je veux dire, si on est, c'est pas tous les travailleurs qui ont les moyens financiers non plus de se payer des traitements de physiothérapie ou une médication. Oh, donc là, oui, on peut voir une aggravation de l'état de santé. Il y a des travailleurs qui continuent de travailler même s'ils ont une lésion professionnelle parce qu'ils disent « je ne peux pas arrêter de travailler, il faut que je continue ». Donc, l'état de santé va se détériorer parce qu'on n'est pas capable de recevoir les indemnités que la loi prévoit pourtant pour les travailleurs. Ça, c'est physique et mental? On vient d'en parler, le même là, principe, exactement, oui. Disons que je suis un petit peu surpris, désagréablement, mais qu'est-ce que Catara vous faites à un moment donné dans ce domaine-là? Bien, c'est sûr que nous, la première chose qu'on vérifie quand un travailleur vient nous voir, c'est qu'il ne soit pas hors délai. C'est-à-dire que quand on a 6 mois à partir de la date de l'accident de travail pour déposer une demande à la CSST. Dans le cas d'une maladie professionnelle, on a 6 mois à partir de la date du diagnostic. Donc, si ce 6 mois-là... par un médecin. Par un médecin, oui. Okay. Si ce délai-là est passé, déjà, ça ne va pas bien. Donc, on vérifie ça. On va aider le travailleur à faire la demande.
Si la demande est refusée, bon, bien là, attention, on a 30 jours pour contester cette demande-là. Donc, encore une fois, on vérifie que le travailleur ne soit pas hors délai. Donc, c'est vraiment important de vérifier, d'être dans les délais prescrits par la loi. Puis, à toutes les étapes, bien sûr, de la demande, bien nous, on est équipés, hein? On va aller chercher les jugements, la jurisprudence, on va monter l'argumentaire, la défense. Généralement, ça va très bien. En fait, si le travailleur n'est pas hors délai, c'est généralement assez aisé. C'est sûr qu'il y a toujours des cas plus complexes, là, mais on est là pour ça, là, justement pour aider le travailleur à organiser son dossier de la bonne façon. Donc, Catara, son rôle, c'est de supporter le travailleur qui vient d'avoir des problèmes de santé. Un accident de travail ou une maladie professionnelle. Exactement. Mais quand on parle d'un accident de travail, si moi j'ai à bouger le coude tout le temps, qu'on appelle un tennis elbow. Bien, ça s'appelle un trouble musculo-squelettique. Ça fait partie des maladies du travail puisque ça va être lié... C'est pas un accident, mais... Non, ça va être lié à un mouvement répétitif. Oui. Très difficile à faire indemniser aussi. Ah oui? Oui. Alors, il s'agit de savoir combien de mouvements répétitifs ça prend pour occasionner une lésion. C'est pas la même chose pour personne, exactement. Il faut savoir que, justement, la liste des maladies professionnelles à la CSST n'a pas été révisée depuis au-delà de 30 ans, là aussi. Là. Donc, avec tous les progrès de la médecine et toutes les nouvelles maladies qui ont surgi depuis une trentaine d'années, bien, on reste toujours à la base. Là. Donc, le fardeau de la preuve repose sur les épaules du travailleur si la maladie dont il souffre ne figure pas dans la liste. Bon. Il nous reste quelques secondes. Donnons encore le numéro de téléphone de Catara pour que les gens qui voudraient, à un moment donné, recourir à vos services. Alors, c'est dans le 418-338-8787. 87. Notre site web, www.catara.org. OK. On est bien facile à rejoindre. Luc va se faire un plaisir de nous mettre ça juste ici, là, sur l'écran. Il est donc fin, hein, Luc? Alors, 418-338-8787. Oui. On est à la mi-décembre. Merci beaucoup, Karine, et je te souhaite une belle période des fêtes. Bien, à toi aussi. Et vous, bien, je vous invite à demeurer des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. Nous sommes de retour à l'émission et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un représentant de l'ACEF Appalaches-Beauce-Etchemin. Hey, je ne me suis pas trompé, d'habitude je disais toujours Amiante, là. Mais c'est Appalaches-Beauce-Etchemin. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Sébastien Poisson-L'Espérance. Bonsoir Sébastien. Bonsoir, merci de... J'avais un collaborateur de la CEF pendant de nombreuses années, Martin. Bien sûr, c'est lui que je remplace. Alors, c'est toi que tu remplaces. Et là, on est à la mi-décembre. Martin nous a déjà présenté là, combien ça pouvait coûter dans l'achat de cadeaux ou l'organisation de la période des fêtes. Mais avec toi, là, j'aimerais ça qu'on parle de l'exactitude des prix. Grouille pas, là. Comment j'ai écrit ça? Politique de remboursement. Oui. Est-ce qu'il y a une loi gouvernementale qui régit justement les remboursements de quelqu'un qui n'est pas satisfait suite à l'achat d'un... peu importe l'article, là? Je dirais oui et non. D'abord, il faut comprendre qu'il n'y a aucune loi qui oblige un commerçant à se doter d'une politique de remboursement. Par contre, si le commerçant en question s'est doté lui-même d'une politique de remboursement, il se doit de la respecter. Je sais qu'il y a une croyance populaire qui dit que tout achat est remboursable dans les 10 ou 30 premiers jours. C'est pas vrai, sauf si, évidemment, le commerçant lui-même dit que dans son commerce, il y a une politique de remboursement de 10 jours, qu'il se doit de respecter, cette politique-là. Oui, mais comment qu'on fait, nous, le consommateur, pour savoir si le commerçant avec qui on fait affaire a une politique de remboursement, on lui demande? Idéalement, on s'informe sur cette politique-là à chaque commerçant, oui. OK. Mais tu dis qu'il n'y a pas de loi en tant que telle qui oblige un commerçant à rembourser à la suite d'un achat, d'un article, peu importe. Sauf si l'article est défectueux, mais en effet, si vous changez d'idée après votre achat, puis le commerçant, lui, soit sa politique, c'est ni échangeable ni remboursable,
Ou s'il n'y a tout simplement pas de politique, ben à ce moment-là, il n'est pas obligé. Et Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. C'est pour ça qu'en tant que consommateur, on se doit d'être averti et d'aller s'informer directement là, avant de faire notre achat. OK, ça, c'est au niveau... Mais au niveau de l'exactitude des prix, Oui. là, il y a une loi? Il y a une loi, puis elle est assez précise, en fait. Si l'article coûte moins de 10 et qu'il est affiché, s'il scanne, puis il est plus élevé que 10 que le prix affiché, OK. ben à ce moment-là, si l'article coûte moins de 10 le commerçant est obligé de vous le remettre gratuitement. Ah oui? Oui. OK. Si l'article coûte moins de 10 il est affiché à 4 il scanne à 5 mais à ce moment-là, le commerçant se doit de vous le donner. Si je m'en rends compte, moi, je gratuitement. dis, hey, wow, là, tu marques 4 puis tu m'as chargé 5 sur la facture. Oui. Il est obligé de me le donner. Exactement. Et non seulement ça, mais si vous vous rendez compte, même chez vous, une fois à la maison, mais vous pouvez quand même revenir voir le commerçant et faire valoir votre droit. OK. Donc, ça, c'est une partie de la loi. OK, ça, pour un article de moins de 10 Exactement. Pour un article de plus de 10 j'imagine qu'il y a d'autres choses? Absolument. Il y a, OK. En fait, la loi précise que si l'article coûte plus de 10 qui scanne à 13 mais qui était affiché à 11 mais non seulement le commerçant se doit de vous faire payer le prix affiché, mais avec une réduction de 10 Donc, si on prend l'exemple que je viens de prendre, il est affiché à 11 il a scanné à 13 bien là, on paye 11 moins 10 Donc, là, Il est obligé de nous rembourser 10 Oui, il est obligé de faire un rabais de 10 Ça, peu importe le montant au-delà de 10 Si Exactement. j'achète un article ménager qui vaut 150 selon le prix, puis que sur la facture, c'est marqué 165, puis là, je vais me plaindre. Non seulement il va être obligé de me rembourser la différence que j'ai payée en trop, Oui. mais il va être obligé de me donner 10 en plus. Exactement. Je ne savais pas ça, moi. Il faut comprendre que cette politique-là ne s'applique pas sur les vêtements et sur les produits sans code barre. Ça, c'est important. Donc là, c'est les achats des fêtes. On va aller dans les boutiques de vêtements, mais cette Pourquoi loi-là pas ne les s'applique vêtements? Parce qu'il n'y a pas de code barre, me Exactement. semble. Ah bon? Oui. Ah, alors, c'est difficile... En tout cas, c'est plus difficile de déterminer à ce moment-là, parce que quand on passe vis-à-vis le lecteur qui lit le code barre, s'il lit mal, au lieu de lire 15 puis il marque 18, là, ça peut être imputable justement à un problème mécanique. Est-ce que c'est un peu ça qui fait que... Je ne rentrerai pas dans les détails, Non. là, mais sur les vêtements, la loi ne s'applique pas, ni OK. sur le lait, d'ailleurs, ni sur le lait de vache, et sur les produits tabac, alcool Ah, et bien, l'auto. le lait, là, il y a, sur les cartons, il y a un code barre, pourtant. Oui, oui. Ah, mais bon, la loi ne s'applique pas là-dessus. Oui. Ça s'applique pas là-dessus? Non. OK. Là, on est justement dans la période des fêtes, là. Puis il y a sûrement beaucoup de gens qui vont faire du magasinage, là. La semaine dernière, j'avais le directeur du comptoir familial, puis ça, je lui disais, moi, je disais, là, on est dans la période où les magasins sont le plus achalandés. Oui. Donc, moi, je vais t'acheter un beau cadeau, Sébastien. Merci. Je vais t'acheter un beau verre, là. Tu l'aimes, ce verre-là? Oui. Je vais aller te l'acheter. Sauf que toi, tu l'aimes pas, ou tu me dis, ah, ben non, j'en ai déjà une douzaine. Je veux en venir à l'échange après les fêtes, là. Tu sais, si à un moment donné, il y a un commerçant qui me dit, ah, ben moi, là, c'est 10 jours. Mais si je l'achète, on est dans la semaine du 5 décembre, non, du 12 décembre cette semaine, là. Puis si j'ai plus que la période qui dépasse, là, je fais quoi, moi, pour me garantir que si je te donne un cadeau, puis que tu l'as déjà 2 fois, que je puisse l'échanger? En fait, il faut s'informer sur la politique de remboursement du commerçant avant de faire un achat. C'est notre responsabilité en tant que consommateur d'aller faire cette demande-là parce que rien n'oblige le commerçant à avoir une politique de remboursement. Ah non? Non. Donc, il faut s'assurer que le bien qu'on achète pour un ami, si je vous achète quelque chose, eh bien, à ce moment-là, il faut que je m'assure que ce que j'achète est remboursable ou échangeable. Et à quelles conditions? À quelles conditions que... je vais te donner un exemple. Allez-y. À Thetford, là, puis moi, je suis bien d'accord avec les politiques, la librairie, l'écuyer, quand on achète un livre qu'on veut donner en cadeau, les préposés, là, les employés, ils sont habitués, ils vont nous demander, est-ce que c'est un cadeau? Je leur dis oui.
Alors là, ils vont l'envelopper dans un genre de cellophane, là, et ils me disent, bien, si vous voulez être remboursé, revenez-nous avec l'empaquetage comme il est là. Oui. De façon à prouver qu'il n'y a pas personne qui l'a lu pendant Et ça, je trouve ça correct, moi, parce que les autres aussi, il faut qu'à un moment donné, ils soient capables de gérer. Ça, c'est une condition que le magasin dit au client avant de lui. Oui. Dire, bon, ben là, si tu veux qu'on te rembourse ou qu'on t'échange pour le même prix ou peu importe, là, bien, reviens-nous avec l'empaquetage qu'on va avoir fait qui prouve que le livre n'a pas été utilisé. C'est une façon pour le commerçant de se protéger un peu, là. C'est comprenable aussi. Bon, l'exemple que vous avez mentionné sur le livre, il faut s'assurer que le livre n'a pas été lu. Donc, évidemment, si l'emballage a été défait, ça prouve pas hors de tout doute, mais ça nous donne un bon indice que le livre a été utilisé. Donc, à ce moment-là, puisque eux ont une politique de... Je ne connais pas la politique de remboursement des prix de la librairie Lécuyer, Boyer, c'est à Valleyfield. Par contre, donc c'est ça. Si, évidemment, eux, c'est pour un cadeau. Et pour la période des fêtes, ils font une petite exception en disant, bien, s'il reste emballé, s'il reste beau, bien, à ce moment-là, la personne heureuse qui va recevoir ce cadeau-là, bien, va pouvoir venir me l'échanger si, évidemment, l'emballage est resté intact. À ce moment-là, c'est à vous aussi d'aviser la personne à qui vous le donnez. Parce que quand on parle de l'échange de cadeaux, on parle également aussi, d'une certaine façon aussi, peut-être de remboursement. Si moi, je reçois 2 fois le même livre, je vais peut-être vouloir être remboursé pour un des 2 livres, là. C'est compréhensible. Et je connais, moi, des commerçants qui m'ont dit qu'il y a des gens là, qui ont du culot, hein. Ils s'en vont dans un magasin d'appareils électroniques puis qui veulent s'acheter une ciné. Ils vont un mercredi et le lundi suivant, ils reviennent et ils disent non, ça ne fait pas notre affaire. Puis ils ont filmé le mariage de leur fils pendant la fin de semaine. Puis ça existe, ça. Ça existe, ça, et c'est pourquoi, selon moi, les commerçants se dotent d'une politique de remboursement des prix. Mais à la CEF, on a un préjugé favorable pour les consommateurs. Donc, je ne vais pas commenter les bonnes pratiques des commerçants. On va leur donner ce qui leur vient. Mais effectivement, là, on va défendre le droit des consommateurs. Okay. Si on sent que le consommateur est lésé, mais là, on va Donc, protéger. Les conseils que tu aurais à donner aux consommateurs, que ce soit au niveau de la politique de remboursement ou des échanges, c'est de s'informer. De s'informer. C'est la première étape de tout consommateur averti, c'est bien de s'informer. Maintenant, là, on parle, en tout cas, j'ai l'impression qu'on parle toujours du consommateur qui va au magasin. Mais maintenant, là, il y a de plus en plus d'achats, ce qu'on appelle en ligne, là, en effet. Par Internet. Oui. Est-ce que ces politiques-là, ou en tout cas ces lois-là, ces règlements-là, ça s'applique aussi? Ça s'applique. En effet, c'est pas parce que c'est un commerçant qui vous vend en ligne que ça ne s'applique pas. Quand on fait un achat en ligne, il faut d'abord s'assurer, évidemment, de bien connaître la politique de remboursement du commerçant. Un achat en ligne, il faut aussi s'assurer des frais de douane, combien ça coûte. Il faut s'assurer... Si on achète à l'extérieur, il faut s'assurer que le commerçant est de bonne foi. Il faut s'assurer que ce qu'on achète va être ce qu'on va recevoir et on va payer le prix qui a été indiqué à l'achat. C'est aussi important de faire ça. Mais effectivement, la loi, elle s'applique autant sur un commerçant qui a pignon sur rue qu'un commerçant en ligne. Mais il faut être vigilant en ligne. Il faut être vigilant. Oui, hein? Oui. Et un conseil aussi que je pourrais donner dans un achat en ligne, c'est si vous achetez avec une carte de crédit, vous assurez de le faire sur un site qui est sécurisé. Oui. Et là, c'est important. Puis on le voit, là, à un moment donné, il y a un symbole qui... Exactement, un symbole avec un petit S dans un carré. Ça veut dire que c'est protégé, là. Donc, s'assurer de ne pas donner nos informations bancaires à n'importe qui. OK. Alors, étant donné que vous autres, à la CEF, comme tu viens si bien de le dire, vous avez un préjugé favorable aux consommateurs. Bien sûr. Et que la plupart qui nous écoutent sont des consommateurs. J'aimerais ça que tu nous rappelles l'adresse, le numéro de téléphone, puis vous avez sûrement une adresse Internet aussi. Bien sûr. Alors, le numéro de téléphone, allons-y. Le 418-338-4755.
Alors, 338-4755. Exactement. Et votre adresse de courriel? Vous pouvez nous écrire par courriel au info@acef, trait d'union, ABE. Pour Appalaches, Beauce et Chemin. Et Chemin, OK. Alors, de toute façon, Luc, il va nous le mettre dans le bas, ici. Là. Je vous encourage aussi à aller voir notre Facebook, bien sûr. Ah, alors Facebook, on met ACEF, ABE, puis on va aboutir là. Bien sûr. Bien, merci beaucoup, Sébastien. Merci à vous, Pierre. Et vous, je profite de l'occasion pour vous dire que c'est la dernière émission avant l'année prochaine, avant 2017, au mois de janvier. Donc, je vous souhaite de passer une agréable période des fêtes. À l'année prochaine.